Bienvenue sur CivilNet. Mon invitée est Valérie Manteau. Elle est écrivaine et journaliste française. Elle est en ce moment à Erevan pour la traduction de son livre Le Sillon en arménien. Bonjour Valérie. Bonjour, merci. Merci à vous. Votre livre, Le Sillon, a reçu le prix littéraire Renaudot en 2018. Le livre se concentre sur la figure de Hrant Dink, qui était un journaliste arménien de Turquie et qui a été assassiné en 2007 par un jeune nationaliste turc. Donc c'était un crime racial. Vous êtes française et vous êtes partie comme ça à Istanbul et vous ne saviez pas, de ce que je comprends bien, grand-chose de ces tensions entre Arméniens et Turcs. Qu'est-ce qui vous a décidé à écrire un livre complet sur Hrant Dink ? C'est venu très progressivement. Je ne suis pas allée du tout en Turquie dans l'idée d'écrire un livre sur Hrant Dink. Ça s'est fait très au fil de l'eau, au fil des rencontres, au fil d'une lecture en particulier, d'un livre d'une amie turque qui est exilée en France aujourd'hui, qui s'appelle Pinar Selek, et qui a publié, au moment où moi j'ai commencé à aller en Turquie, en 2015, un petit livre qui s'appelle Parce qu'ils sont arméniens, dans lequel elle parle de son éducation à elle en tant que jeune femme qui a été à l'école en Turquie, et de la façon dont on lui a appris à lire l'histoire de la Turquie avec les Arméniens. Et par là, comment on apprend aux enfants turcs leur propre histoire de façon complètement biaisée et mensongère, et comment on leur apprend à mépriser ce qu'il reste d'Arméniens en Turquie. Et dans ce livre, elle parle de la figure de Hrant Dink, qu'elle a connue de son vivant. Ils étaient amis, et elle parle évidemment de son assassinat et de la manifestation qui a suivi l'assassinat, de la prise de conscience que ça a été pour les Turcs, que là il se passait quelque chose, il se reproduisait quelque chose de terrible qui était cette espèce de monstre latent dans la société turque, et que là peut-être il fallait essayer d'en parler pour empêcher que ça continue. Et cette chose-là, la prise de conscience, plus que l'assassinat à vrai dire, la prise de conscience m'a intéressée. Il faut dire que moi, venant de France, vous l'avez dit, j'ai travaillé dans la presse et notamment à Charlie Hebdo. On venait de vivre l'assassinat des journalistes de Charlie. On venait de vivre aussi les grandes manifestations qui avaient suivi l'assassinat. Ça a fait écho. J'ai eu envie de comprendre ça. Comme vous disiez, c'est vrai que je ne connaissais pas grand-chose de la Turquie. Quand je dis ça, justement, je ne veux pas dire que je ne connaissais pas l'histoire des Arméniens en Turquie, parce que quasiment je connaissais que ça. On a une très mauvaise image de la Turquie, je pense, donnée par les médias français depuis quasiment 20 ans. Et comme moi j'en ai 35, c'est quasiment toute ma vie d'adulte, où on entend dire que la Turquie est un pays assez nocif. On apprend le génocide arménien à l'école, on apprend que ce pays a massacré ses minorités, que c'est un pays très nationaliste et un pays dans lequel l'islam monte. Et cet islamisme, il fait très peur en France et on entend beaucoup parler de ça. Et moi, j'avais une image très très négative de ce pays. La première fois que j'y suis allée en voyage, c'était en 2012. C'était par curiosité touristique pour voir Istanbul, mais je ne m'attendais pas à trouver une ville et une population et une jeunesse notamment aussi ouverte d'esprit, aussi intéressante. Et en fait, c'est cette bonne surprise que j'ai eue en arrivant sur place. On était juste avant les émeutes de Gezi, enfin, la révolution de Gezi. Et de découvrir ça, de découvrir un pays en fait plus intéressant que ce que je pensais, qui m'a donné envie d'y aller de plus en plus et de comprendre. C'est vrai que c'est un pays qui va très mal. C'est vrai que c'est un pays dans lequel le négationnisme continue à faire des victimes, et Hrant Dink en est la plus spectaculaire, mais malheureusement pas le seul. Et on a vu dans les manifestations et les commémorations tous les ans qui ont lieu à son assassinat, ce slogan qui est 1 500 000 plus 1. Cette dynamique-là qui fait que le négationnisme continue à faire des victimes, ça existe, c'est une réalité. Le nationalisme est évidemment une réalité qui continue à faire des guerres et des morts. La montée de l'islamisme est évidemment une réalité. Mais il y a aussi cette partie de la population qui se débat avec ça de l'intérieur. Et c'est de ces gens-là dont j'ai eu envie de raconter l'histoire. Parce qu'il me semble que justement, on tend à les faire taire. Ils ont de plus en plus de mal à s'exprimer. Dites-moi, en quoi Hrant Dink, justement, 14 ans après sa mort, le 19 janvier, on commémore le jour de son assassinat, fait toujours écho en Turquie. 14 ans, c'est quand même un chiffre, quoi. Le temps est passé, en Turquie, mais aussi ailleurs. Le temps passe, évidemment, et comme tout, ça affaiblit, ça affadit un petit peu le souvenir. Il y a deux choses. Quand moi j'ai découvert cette histoire, en lisant le livre de Pinar Selek,
j'étais déjà à Istanbul et j'avais des amis, j'avais très peu d'amis arméniens. Il faut dire qu'il reste très peu d'Arméniens de toute manière et qu'il se trouve que moi, dans mon cercle, c'était pas des Arméniens. Et j'ai commencé à poser la question autour de moi à mes amis turcs. Qu'est-ce que ça évoquait pour eux cet assassinat? Est-ce qu'ils en avaient entendu parler? Est-ce qu'ils s'en souvenaient? Et j'ai été assez surprise et très bouleversée de me rendre compte que là, on touchait un point extrêmement sensible chez les gens de mon âge. Ou de cette génération-là, ils se souvenaient tous de où ils étaient le jour de l'assassinat. Ils se souvenaient tous de ce qu'ils avaient ressenti. Quelqu'un m'a dit, je le raconte dans le livre, quelqu'un m'a dit ce jour-là, je me suis sentie extrêmement turque, extrêmement honteux d'être turque. Et il m'a dit pour la première fois, j'avais ce sentiment-là. C'est-à-dire évidemment, ces gens n'ont pas connu le génocide et c'est pas quelque chose auquel ils pensent tous les jours. Par contre, ce jour-là, se rendant compte que cette histoire-là se prolongeait, qu'il y avait encore un gamin de 17 ans du fin fond de la mer Noire qui était capable de venir jusqu'à Istanbul pour assassiner quelqu'un d'aussi pacifique que Hrant Dink, là, ça leur a fait prendre conscience d'un problème, ça leur a fait prendre conscience d'une responsabilité collective. Ce qui fait que beaucoup de mes amis étaient là à la manifestation. Cette manifestation très spectaculaire, on voit les images, moi j'y étais pas, hein, mais j'ai vu les images sur internet où on voit cette foule immense, plusieurs centaines de milliers de personnes, quand on sait qu'il reste 60 000 Arméniens en tout et pour tout dans toute la Turquie, d'arriver à faire une manifestation de plus de 100 000 personnes dans Istanbul avec des pancartes « Nous sommes tous Arméniens ». Cette chose-là, elle est très bouleversante, je trouve. Et cet écho-là, il continue. Quand moi, presque 10 ans après, quand je faisais le livre, je parlais aux gens de l'assassinat de Dink, tout le monde m'en parlait avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup de tristesse, avec beaucoup de remords, même si beaucoup de gens sont un petit peu démunis. Et c'est ce que je raconte dans le livre, c'est cette partie de la population qui se sent touchée par cette histoire, et extrêmement démunie. Elle subit aussi l'oppression de l'État turc. On ne sait pas très bien quoi faire, mais ils essayent. Et pour la deuxième partie de votre question, ailleurs, le souvenir de Dink, moi de ce que j'en connais, moi j'habite à Marseille, où la communauté arménienne est très importante et très active pour faire vivre la mémoire. Je sais que ces jours-ci, il y a des événements qui se font pour essayer de parler de ça. C'est pas très facile de rendre cette histoire lisible, en fait, j'ai l'impression, à l'étranger. En tout cas en France, où justement l'image de la Turquie est très monolithique. On dit souvent, dans le processus d'intégration de la Turquie à l'Europe, il y a eu des années, disons, autour de la campagne présidentielle en 2007, où on a beaucoup, il me semble, caricaturé la Turquie pour empêcher qu'elle rentre dans l'Europe en disant c'est un pays musulman. Quand on dit c'est un pays musulman, malheureusement, on nie encore aujourd'hui l'existence justement de ces minorités. On nie l'existence de gens comme Hrant Dink. Quand on dit c'est un pays musulman, on oublie de dire que, en fait, historiquement, non, on valide presque le discours officiel de Erdogan. Erdogan ne demande que ça, d'être un pays musulman. Sauf que ce n'est pas la réalité historique de ce pays. Et je trouve que justement, il faudrait arriver à faire exister ce discours historique et encore un tout petit peu présent de la coexistence d'un multiculturalisme en Turquie. Ça continue à exister un peu. Il y a des gens qui ont encore du désir pour ça, disons. Et moi, j'avais envie d'essayer de porter cette histoire-là. Et il me semble que Hrant Dink le faisait magnifiquement dans ses textes. Justement, en parlant de ça, vous avez évoqué Erdogan, le président turc. Depuis l'assassinat de Hrant Dink, il y avait eu un moment, je pense, une étincelle d'espoir que quelque chose allait changer au niveau démocratique. Et puis, la démocratie en Turquie actuellement, elle se trouve au plus bas. Et puis, de nombreux journalistes aussi turcs ont été enfermés ou condamnés à des années de prison à cause de leur volonté d'exprimer librement leurs opinions. Dans votre livre, donc, Hrant Dink, vous le citez et vous dites qu'il a dit qu'il avait promis jadis de transformer en paradis cet enfer dans lequel nous vivons. Est-ce qu'il y a une sortie de cet enfer pour la Turquie ? Je pense que, alors, il avait cet optimisme un peu romantique, mais qui, moi, me touche beaucoup. Et je pense qu'il faut, Gramsci disait, il faut l'optimisme de la volonté et le pessimisme de l'intelligence. Et voilà, il faut les deux. Il faut reconnaître que la situation est catastrophique. Enfin, là, on a toujours l'impression qu'on touche le fond, et malheureusement, en plus, on touche de plus en plus le fond. Le fond est toujours plus profond. C'est très désespérant. Je comprends les gens qui sont extrêmement désespérés. Malgré tout, on sait que l'histoire est longue.
Alors après, est-ce que nous, on va connaître une Turquie qui remonte la pente? Je l'espère. Il y a des gens malgré tout qui continuent à se battre pour ça, et donc je pense qu'il faut les soutenir. Il faut les croire quand ils proposent des solutions, il faut les soutenir. Après, évidemment, il n'y a pas de solution facile qui arrive là en ce moment. Tout est verrouillé, tout est de plus en plus verrouillé. L'assassinat de Dink a été un des tournants de l'histoire récente, clairement. Avec effectivement, aux élections qui ont suivi, des propositions politiques extrêmement intéressantes et probablement qui se sont développées jusqu'à Gezi. On sait bien qu'à Gezi, la mémoire de Dink était extrêmement présente, je le raconte dès le début du livre. Dans Gezi, il y avait des noms de rues qui avaient été donnés, de rues qui n'existent pas, hein, mais qui avaient été donnés dans le campement de l'occupation, dont une était Hrant Dink. On sait bien que Gezi, le parc, est construit sur un ancien cimetière arménien dont personne n'a la mémoire visible, écrite dans la ville, mais les gens ont cette mémoire en tête. Et Gezi a été vraiment, à mon avis, le tournant à partir duquel Erdogan a complètement perdu tout contact avec le fonctionnement démocratique normal ou la démocratisation possible du pays. Et depuis Gezi, on ne connaît que cette infernale descente aux enfers. Le coup d'État n'en a été qu'une étape en fait, hein. Mais déjà en 2015, je le raconte dans le livre, c'était déjà très inquiétant. Et moi, quand je suis arrivée en Turquie et je me disais, je me suis intéressée à cette histoire, je parlais à des gens qui ont connu Dink, qui s'étaient déjà portés solidaires de lui à l'époque. Et en fait, 2015-2016, le coup d'État, le début de ces arrestations extrêmement massives de journalistes, d'activistes, d'avocats. Et en fait, je me suis rendu compte très vite que l'histoire qui était en train de se dérouler sous nos yeux, c'était les mêmes personnes. C'est les mêmes personnes à qui je parlais ou à qui je m'intéressais pour écrire le livre, qui avaient soutenu Dink à l'époque, qui se retrouvaient enfermés aujourd'hui. On est en train malheureusement de s'enfoncer dans vraiment un problème dont on a du mal à le formuler. Déjà, il faudrait arriver à l'analyser correctement et ensuite à pouvoir essayer de le détricoter en soutenant les personnes déjà qui se battent ici, à l'étranger et en Turquie. Et oui, évidemment, à un moment, on sortira de ça. J'ai pas de doute sur l'issue. Après, ça va être un long chemin, c'est certain. Justement, quand vous parliez en 2007, quand on avait vu ces manifestations en tant qu'Arménien à Istanbul, où toutes ces personnes brandissaient des pancartes, justement où il y avait écrit « Nous sommes tous Arméniens », pour les Arméniens, c'était un choc positif, mais c'était inimaginable que des Turcs puissent brandir ce genre d'affiches, et c'était aussi un élan, je pense, d'espoir. Pourtant, ces quelques mois-ci, on a plutôt l'impression que c'est l'inverse. Donc c'est un espoir qui finalement s'est petit à petit évaporé, puisque, comme vous le savez, en fin septembre, il y a eu une guerre a éclaté entre l'Azerbaïdjan et dans le Haut-Karabakh, donc avec l'Arménie, contre l'Arménie et contre le Haut-Karabakh, forcément. C'est une guerre, c'est une agression revendiquée par l'Azerbaïdjan, donc c'est leur attaque, et s'en est suivi 44 jours de guerre, une guerre sanglante qui a eu pour conséquence de nombreuses, côté arménien en tout cas, presque 4000 victimes, soldats, de 18 à 20 et quelques décédés à la ligne de front. La Turquie a joué un très très grand rôle en étant un allié de poids pour l'Azerbaïdjan. Certains experts parlent même d'une victoire turque et russe plutôt que d'une victoire vraiment arménienne et azerbaïdjanaise, pas arménienne forcément. Comment voyez-vous justement le rôle de la Turquie dans cette guerre en tant que, je dirais, en tant que soutien à une agression contre l'Arménie qui voit déjà dans la Turquie une figure génocidaire? Alors, je vais dire déjà d'emblée que je ne suis pas spécialiste du tout de cette question-là, et je m'exprime en tant que personne qui lit la presse et qui essaye de réfléchir à ces questions. Il me semble qu'il y a un processus en Turquie en ce moment extrêmement belliqueux et agressif qui tient en partie aux difficultés internes que connaît Erdogan. Malheureusement, les débuts de guerre, c'est souvent ça. Il y a une crise économique catastrophique en Turquie. Erdogan a perdu les dernières élections, enfin symboliquement, perdu les plus grandes villes du pays. Il est en difficulté, donc qu'est-ce qu'il fait? Il choisit un ennemi extérieur, intérieur, et il essaye de faire l'unité nationale là-dessus. Ça, je pense que c'est des processus malheureusement bien connus.
Pourquoi est-ce que l'ennemi, ça se retrouverait avec les Arméniens? C'est pas un hasard. Et j'entends bien, depuis quelques jours que je suis ici, le parallèle, enfin l'écho évidemment avec le génocide, qui est complètement évident, et qui est évident à mon avis en termes inconscients, ici comme chez les Turcs. C'est-à-dire qu'on sait bien que le problème du négationnisme, c'est pas seulement une question de reconnaissance symbolique ou de réparation pour les victimes. Le problème du négationnisme, il concerne aussi celui qui nie. Celui qui nie s'empêche complètement de ne pas reproduire. Et c'est pour ça qu'il faut se battre contre le négationnisme. C'est pas seulement pour la dignité ou la fierté ou la réparation des victimes. C'est simplement en tant qu'on nie, on va recommencer. Je pense que beaucoup d'historiens ont dit ça très très clairement depuis très longtemps. Et malheureusement, c'est ça qui est en train de se passer. C'est-à-dire la résurgence de l'ennemi désignés étant les Arméniens et les Kurdes par ailleurs pour la Turquie. Voilà, oui, c'est cette mentalité génocidaire qui est malheureusement encore présente dans le pays, fatalement, puisque par défaut d'éducation, d'information et aussi par volonté politique, les gens ne sont pas sortis de cette mentalité-là. Donc, comme je le disais au tout début, en introduction, le 19 janvier c'est la commémoration de l'assassinat de Hrant Dink. Et donc, pour cette occasion aussi, donc vous êtes présent ici en Arménie et la version de votre livre qui s'appelle Le Sillon est traduit en arménien. Je voulais vous poser cette question. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que votre livre sera traduit en arménien, sachant que pour les Arméniens, donc dans la langue de Hrant Dink, sachant que pour les Arméniens, en plus, il représente une figure symbolique très importante? Ça me touche évidemment beaucoup. Ça me permet de venir ici, ce qui est une expérience extrêmement émouvante et comme un passage pour ce livre-là qui continue à vivre. Je veux dire que ce livre, alors c'est un livre dont Hrant Dink porte une voix, enfin j'ai essayé de lui donner beaucoup de place dans le livre, mais c'est pas que ça. C'est aussi un roman, il me semble que l'art du roman c'est vraiment un art de l'empathie. Quand on lit un texte qui est écrit à la première personne, d'autant plus, et ben voilà, on se met à la place des personnes qui parlent dans le livre. Et de ce point de vue-là, ça me semble extrêmement important que ce livre, enfin, si ça a du sens de faire lire ce livre, c'est ici et ce serait en Turquie. Malheureusement, la traduction turque n'est pas à l'ordre du jour, je la souhaite immensément, bien sûr. Ça me semble extrêmement important d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de l'autre. Chacun a des enjeux différents dans cette histoire. Moi, le livre, il est raconté du point de vue d'une étrangère qui essaye de comprendre ce qui se passe dans la tête des Turcs d'aujourd'hui par rapport à cette histoire-là. Vous disiez la langue de Hrant Dink, mais Dink avait deux langues. Ouais. Et oui. Et Agos était un journal qui était publié dans les deux langues, ce qui est symboliquement très important. Et moi, j'ai repris ce terme Agos, qui veut dire le sillon en ancien arménien de Turquie et en ancien turc, et qui en France fait écho à notre hymne national et au côté un peu nationaliste et belliqueux de notre propre hymne national, pour qu'on entende la diversité de ces voix-là et ce que ça peut faire écho chez chacun de nous. Donc j'espère qu'il fera écho pour les Arméniens une fois traduit. J'espère immensément qu'il sera traduit un jour en turc parce qu'il me semble fondamental que les Turcs puissent entendre cette voix-là aussi. Mais j'espère qu'il sera bénéfique pour tout le monde. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et merci pour cette discussion. Merci à vous d'être restés avec nous et continuez à suivre CivilNet.